Allô Internet, aujourd'hui j'arrive avec une histoire super touchante avec énormément de rebondissements. C'est une histoire qui a eu lieu en Ontario au Canada, fait que c'est pas si loin de chez moi, ben quand j'habite au Québec. Ça a été l'une des histoires les plus médiatisées dans le Canada anglais. Étrangement, on n'en a pas beaucoup entendu parler au Québec. En France, ça doit être encore pire, là. Vous avez pas dû en entendre parler. Mais on dirait que ces temps-ci, on en parle beaucoup. C'est comme si on a assez de recul pour parler de cette histoire qui a eu lieu en 2014, si je me trompe pas. Moi, j'ai lu un livre qui portait sur ce sujet pour la vidéo. Je vais mettre le lien du livre dans la barre de description. C'est super intéressant. Ça décrit vraiment toute l'affaire, là. Donc ça va être ma vidéo longue du mois. Comme vous savez, quand je fais une vidéo longue, il n'y a pas de vidéo mercredi, donc on se revoit dimanche prochain. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais remercier Planet Hoster qui sponsorise cette vidéo encore une fois. Planet Hoster, c'est une compagnie éco-responsable qui vient de Laval, dans le coin de Montréal. C'est un hébergeur web qui existe depuis 2007 et honnêtement, c'est l'un des meilleurs hébergeurs web au Canada et en France. Il offre une sécurité optimale et un support 24h/24, 7 jours sur 7, ce qui est génial. Si vous avez toujours pensé vous créer un site web qui va prendre la forme d'un blog ou un site web pour votre entreprise ou quoi que ce soit, c'est une bonne idée de considérer Planet Hoster. C'est vraiment des professionnels et ils savent ce qu'ils font. En plus de ça, c'est le temps ou jamais parce que Planet Hoster offre un 25% de rabais à mes abonnés pour la création de leur site web. Le lien est en barre de description. N'hésitez pas à cliquer. Si vous avez quelconque question, des interrogations, il y a quelqu'un qui va pouvoir vous aider sans problème. Donc encore une fois, un gros merci à Planet Hoster. Et on se lance dans la vidéo. Next thing I know, I think I heard my parents going down the stairs, and my mom was asking them for me to come with them. They wouldn't let me come with them. Alors Jennifer Pan est née le 17 juin 1986 à Scarborough, en Ontario, au Canada. Donc elle vient de deux parents immigrants. Son père, Han Pan, est arrivé au Canada à l'âge de 26 ans comme réfugié politique du Vietnam et sa mère, Bic Pan, était chinoise. Les deux parents de Jennifer travaillent dans une compagnie qui s'appelle Magna International. C'est une usine de pièces de voitures. Bien que Han, le père de Jennifer, soit au Canada depuis plus d'une vingtaine d'années, il a quand même la difficulté avec l'anglais. Il le comprend assez bien, mais il le parle très peu. Donc à la maison, Jennifer parle vietnamien et cantonais. Quand le couple Bic et Han ont eu leur premier enfant, ils ont décidé de l'appeler Jennifer pour qu'elle soit bien intégrée dans le milieu anglophone. Donc c'est un nom très commun, là, Jennifer. Donc ils voulaient vraiment qu'elle soit dans la culture canadienne et 2 ans plus tard, ils ont eu un fils, Félix. Jennifer a grandi dans un foyer de culture asiatique. Je pense que tant que tu le vis pas, tu peux pas savoir c'est comment. C'est sûr que Han était très strict avec ses enfants. Extrêmement strict. On pourrait même dire qu'il était froid avec Jennifer et Félix, mais je pense que c'est assez normal dans des foyers asiatiques, là. Et Bic, la mère, elle était stricte aussi, assez sévère, mais elle s'occupait de ses enfants plus du côté émotionnel, donc elle était un petit peu plus chaleureuse que son mari. Et plus Jennifer grandissait, plus Han était strict et vraiment exigeant avec Jennifer. Il laissait jamais montrer son côté plus doux, jamais il était affectueux avec sa fille. Lui, son but, c'était d'élever une fille qui était honnête, respectueuse, travaillante et surtout obéissante. Et j'ai lu un peu là-dessus, il y a plusieurs études qui ont été faites sur l'éducation dans des foyers de culture asiatique. Les parents, ils aiment leurs enfants, mais c'est rare qu'ils vont le démontrer par des mots. Ils vont le démontrer par des actions, par exemple assurer une excellente éducation à leurs enfants. Ils vont tout sacrifier pour que leurs enfants aillent dans des bonnes écoles. Fait que ça, c'est une forme d'amour. Et on le voit que c'est ce que Han faisait parce qu'il travaillait
des longues journées de 16 heures. Là, il faisait des doubles shifts pour ramasser assez d'argent pour envoyer ses enfants dans les meilleures écoles. C'était pas une famille qui était riche, ben surtout au départ, là, mais il travaillait fort pour que sa famille soit bien. Jennifer a appris à jouer le piano très très jeune, mais ce n'était pas suffisant. On sait que les parents asiatiques sont vraiment exigeants envers leurs enfants. Donc depuis très jeune, elle a été inscrite dans des cours de patinage artistique où elle excellait dans ce domaine. Elle a gagné de nombreuses compétitions. Elle avait des pratiques presque à chaque jour. Et elle a gagné plusieurs trophées et médailles, ce qui rendait ses parents encore plus fiers. Jennifer, elle a beaucoup de discipline et elle était énormément encouragée par ses parents. Et elle faisait ça parce qu'elle aimait ça, oui, mais son but le plus important pour elle dans la vie, c'était de rendre fier son père. À l'école, c'était pareil, évidemment, c'était la préférée de ses professeurs. Encore 20 ans plus tard, quand ils ont été interviewés, ils se rappelaient encore de Jennifer, genre de l'école primaire, là, et ils se rappelaient d'elle comme une fille super studieuse, appliquée, très responsable, perfectionniste. Ses professeurs ont même dit que parfois le désir de perfection de Jennifer était presque maladif. C'est des professeurs qui sont quand même habitués d'avoir des élèves asiatiques qui recherchent la perfection. Mais Jennifer, c'était comme, elle avait un 99% en mathématiques et elle s'approchait de son professeur et elle lui demandait des conseils pour s'améliorer. Elle n'acceptait pas du tout la défaite. Elle ressentait vraiment une énorme pression d'exceller dans toutes les sphères de sa vie. Ses professeurs, évidemment, ils aimaient beaucoup Jennifer. Moi, j'ai été professeure, puis c'est sûr que mes meilleurs élèves, je les adorais, là. Mais tous ses professeurs disent la même chose de Jennifer. Elle souriait, mais il y avait un énorme manque de joie de vivre chez elle. Jamais elle était excitée, heureuse. Et ça, depuis l'école primaire. Oui, elle semblait bien aller, mais jamais elle était expressive. Elle était extrêmement sérieuse tout au long de sa vie. Même à l'âge de 24 ans, on a noté que Jennifer avait l'intelligence sociale d'une jeune fille de 15 ans. Parce que, ben, elle avait jamais le droit d'aller dans des fêtes d'amis, de sortir, de coucher chez des amis. Tout ce qu'elle faisait dans la vie, c'était l'école, le patin et le piano. Fait qu'il manquait vraiment des social skills à Jennifer. C'est ça, c'est comme si c'était une jeune fille de 15 ans parce qu'elle avait jamais eu de petite amie, de meilleures amies ou quoi que ce soit. Comme je vous dis encore une fois, ses parents lui mettaient énormément de pression et étaient très stricts. Jennifer a pratiquement pas eu d'enfance. Et à l'adolescence, ben, elle n'avait pas le droit de porter de maquillage, même juste genre du cache-cerne pour couvrir son acné, elle n'avait pas le droit. Elle n'avait pas le droit de porter des verres de contact, donc c'était absolument ses grosses lunettes. Elle n'avait pas le droit de s'épiler les sourcils. Elle avait juste le droit de porter des vêtements trop grands pour elle, parce que ses parents la laissaient pas porter des vêtements trop moulants pour pas qu'elle soit sexy. Et elle portait toujours ses cheveux en queue de cheval. Elle était très belle, peut-être qu'elle aurait aimé ça, expérimenter avec le maquillage et tout, mais elle avait pas le droit. Évidemment, une vie comme ça a ses limites, et on savait que Jennifer allait probablement se rebeller un jour. Le lundi 8 novembre 2010, c'est une journée assez normale pour Jennifer et sa famille. Bic est sortie faire des courses toute la journée, elle est revenue à la maison seulement au milieu de l'après-midi. Han, il a travaillé toute la journée, donc il n'était pas à la maison. Et Félix, le frère de Jennifer, habite plus à la maison. En fait, il est au campus de l'université de McMaster à Hamilton. Donc, il habite plus avec ses parents. Il vit la vie universitaire. Jennifer et sa mère ont soupé tranquillement ensemble, les deux. Et comme à l'habitude, Han, le père de Jennifer, il mangeait dans son bureau en regardant les nouvelles du Vietnam. Il faisait ça chaque soir. Donc c'est une soirée plutôt normale. Après le souper, la mère de Jennifer est partie à son cours de danse en ligne et Jennifer, elle a reçu un de ses amis, Adrienne, à la maison et ensemble ils ont écouté Gossip Girl et How I Met Your Mother. Quand Adrienne est partie, Jennifer est allée dans sa chambre pour continuer à regarder la télévision et elle parlait par message texte avec son ami Edward. Vers 21h30, Jennifer a entendu sa mère qui revenait de ses cours de danse. Mais quand sa mère est rentrée, Jennifer a entendu beaucoup de bruit qui provenait du premier étage. Et c'est là qu'elle a entendu sa mère crier à son père de descendre. Et ça a tout de suite été étrange pour Jennifer parce qu'elle a entendu sa mère parler à son père en anglais et le couple parlait jamais anglais, surtout pas à la maison. Donc là, elle a dit « Ok, il y a de quoi d'anormal. » C'est là que Jennifer elle a eu un mauvais feeling, elle a comme éteint la télévision et elle a attendu en silence. Elle a commencé à entendre des voix non familières dans sa maison. Elle a eu tout de suite peur et elle est comme restée figée sur son lit. Elle avait trop peur de sortir de sa chambre.
Et là, elle attendait comme ça, elle savait pas quoi faire. Quand finalement elle a eu le courage de se lever pour aller ouvrir la porte de sa chambre, elle a regardé dans le corridor et c'est là qu'elle a vu un homme inconnu qui marchait vers elle. Jennifer appelle cet homme le Number One. Je vais vous le décrire, c'est un homme noir avec des rastas. Il doit avoir entre 28 et 33 ans, mesure 1,70 m. Il est habillé tout en noir, il porte des gants en cuir et parle comme un Canadien pur laine, donc quelqu'un qui est vraiment né au Canada. Et selon Jennifer, c'est lui qui semble être en charge. Et Jennifer décrit son visage comme un visage rond / carré. Donc c'est une contradiction en soi, mais bon. Donc Number One marche vers Jennifer, il tient une corde entre ses mains et il attache les deux mains de Jennifer derrière son dos comme ça. Il la menace de pas bouger, il dit j'ai un fusil et je pointe le fusil dans ton dos en ce moment, fait que tu peux pas bouger. Si tu obéis, tout va bien se passer. Ensuite, il demande à Jennifer où ses parents gardaient l'argent dans la maison. Jennifer a dit qu'elle savait pas, mais qu'elle avait 2000 $ en liquide qu'elle gardait pour s'acheter un nouveau iPhone. Un autre homme est arrivé, Number Two. Il a un visage long et ovale et porte un hoodie noir. Il y a un bandana qui couvrait comme son visage comme ça et il ne parlait pas, il faisait juste exécuter les ordres de Number One. Jennifer a été amenée dans la chambre de ses parents. Les deux hommes lui ont demandé où ses parents gardaient l'argent. Jennifer ne savait pas. Les hommes ont commencé à fouiller un peu partout dans la chambre. C'est là qu'ils ont trouvé un peu d'argent liquide sur la table de chevet. Les deux hommes ont ensuite amené Jennifer au premier étage et lui ont ordonné de s'agenouiller, ce qu'elle a fait. Jennifer a entendu un autre homme, le Number Three, et il ordonnait à sa mère de rester assise, mais Bic comprenait pas, donc elle essayait de se lever, mais lui, comme il criait après sa mère, de s'asseoir. Jennifer n'a pas bien vu Number Three, mais c'est juste qu'il avait un gros accent comme des Caraïbes. Trois hommes cherchaient le porte-monnaie de Bic, mais comme, encore là, elle parle pas très bien anglais, elle faisait juste dire genre « purse, purse ». Ben, elle voulait dire « mon argent est dans mon sac à main », mais tu sais, elle comprenait pas trop ce qu'il lui disait, la pauvre dame. Ensuite, Han, il a dit « j'ai 60 $ dans mon porte-monnaie, mais il est en haut dans ma chambre ». Donc, les trois hommes ont repris Jennifer et l'ont amenée dans la chambre de ses parents. Ils ont trouvé l'argent, ils ont attaché Jennifer sur la rampe d'escalier au deuxième étage. Elle a ensuite entendu ses parents se faire amener au sous-sol et c'est là qu'elle a entendu ses parents se faire tuer. Après ça, les trois hommes sont repartis en courant et c'est là que Jennifer a fait son fameux appel au 911 que je vais vous faire écouter maintenant. What's your name? My name is Jennifer. Someone just broke in? Someone broke in and I heard shots like pops. I don't know what's happening. I'm tied upstairs. Does it sound like gunshots? I don't know what gunshots sound like. I just heard a pop. I'm okay. My dad just went outside screaming. Do you think your mom is downstairs too? I don't hear her anymore. I don't know what's happening. L'ambulance arrive rapidement sur les lieux. Le père de Jennifer est à l'extérieur de la maison. Il saigne du nez et il y a beaucoup de sang sur ses vêtements, mais il est encore vivant. Quand les policiers entrent dans la maison, ils entendent tout de suite une jeune femme en panique qui crie qu'elle est en haut, qu'elle va bien, mais que sa mère est au sous-sol et elle pense qu'elle est morte. Le corps de Bic est au sous-sol, face contre le sol. Elle était dans son pyjama de Winnie the Pooh et elle baigne dans une flaque de sang. Elle a été tirée dans son cou et dans la tête et évidemment elle est morte. Les policiers remarquent immédiatement que la maison n'est pas si en désordre pour un cambriolage. Jennifer va bien, on lui coupe genre les cordons là, autour des poignets. Elle va bien physiquement mais mentalement pas du tout. On lui donne des calmants et on l'amène directement au poste de police pour un interrogatoire. Han est amené d'urgence à l'hôpital, il y a des blessures assez importantes et là on le met dans un coma forcé justement pour guérir ses blessures. Han est dans un état critique, Bic est décédé et Jennifer, moi j'ai trouvé ça un petit peu rough l'amener tout de suite pour interrogatoire, mais en même temps il y a 3 meurtriers qui sont en liberté, il faut les trouver le plus vite possible et surtout que ça vient d'arriver, donc il faut lui poser les bonnes questions pour pouvoir les retrouver. Donc 4 heures après le meurtre de sa mère, il est 2h45 du matin, Jennifer doit répondre aux questions sur les événements qu'elle vient de vivre. On fait jurer à Jennifer de dire toute la vérité, la main sur la Bible et tout ça, ce qui a un effet assez important sur Jennifer, ça la rend très nerveuse. Do you, Jennifer Pan, swear that the evidence you shall give on this investigation shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God? I do.
Quand on lui mentionne que sa mère est décédée, Jennifer se met à pleurer sans arrêt. Elle est incapable de se contrôler, on lui remet des mouchoirs. Mais étrangement, elle se mouche puis elle se fait ça avec les yeux et le mouchoir est complètement sec. Elle pleure, mais c'est comme s'il y avait comme aucune larme qui sortait. Et c'est là que Jennifer raconte toute l'histoire du début à la fin. Le détective Slade, demande à Jennifer de répéter l'histoire une deuxième fois. En fait, c'est un truc pour que le témoin ou la personne se rappelle de détails qu'elle a oubliés la première fois. Mais étrangement, il y a quelques informations qui sont différentes cette fois-ci, soit la deuxième fois que Jennifer raconte l'histoire. Dans la première version, Jennifer disait qu'elle a entendu sa mère arriver à 21h30. Dans la deuxième version, elle dit qu'elle est descendue pour la saluer. Dans la première version, Jennifer dit qu'elle a vu genre Number One s'approcher d'elle avec une corde. Dans la deuxième version, elle dit qu'il y avait un fusil et elle ne mentionne pas la corde. Dans la première version, elle dit qu'elle avait 2000 $ en liquide dans sa chambre. Dans la deuxième version, elle a maintenant 2500 $. Aussi, dans la deuxième version, elle rajoute des informations qu'elle n'a pas dit la première fois. Mais ça, c'est normal, c'est ce qu'on veut. Elle se rappelle que son père a dit qu'il y avait 1000 $ US dans son porte-monnaie qui lui restait d'un voyage aux États-Unis et il a dit ça au voleur. Mais le plus bizarre, c'est que la deuxième fois qu'elle raconte l'histoire, elle dit que quand les 3 voleurs sont partis, son père est sorti à l'extérieur pour appeler à l'aide. Jennifer criait à son père de venir la voir, mais il l'écoutait pas, il appelait à l'aide à l'extérieur. Pour le détective Slade, ça c'est comme un gros red flag parce qu'il se dit jamais un père sortirait pour appeler à l'aide sans avant tout aller vérifier que sa fille va bien. Il sait pas, lui, il est au sol. Fait qu'il sait pas si Jennifer est encore en vie en haut. Peut-être qu'elle s'est fait violer, peut-être qu'elle s'est fait tuer. Donc c'est sûr qu'il serait allé voir sa fille avant d'aller appeler à l'aide. C'est comme logique. Dans des histoires d'incendie, par exemple, il y a des parents qui entrent dans des buildings en feu pour aller secourir leurs enfants. Donc la réaction de Han à ce moment-là est très étrange. Puis ça, c'est Jennifer qui raconte les faits. Jamais il serait sorti à l'extérieur en entendant sa fille appeler à l'aide. Durant l'interrogatoire, il y a un moment où le détective Slade sort de la pièce pour aller demander de l'aide à ses collègues, pour aller... il y a des questions qui se posent. Et on voit sur les enregistrements de caméras de surveillance que Jennifer va clairement pas bien. And we're very close to being done. En revenant, les policiers avertissent Jennifer du cirque médiatique qu'elle s'apprête à vivre. Les gens adorent les histoires de cambriolage qui virent en meurtre, donc ils la préparent un peu à tout ce qu'elle s'apprête à vivre. Elle va être le centre de l'attention. Donc malgré le fait que les informations de Jennifer étaient parfois contradictoires, on se demande surtout pourquoi les Pan ont été ciblés pour un cambriolage. La famille Pan, c'était une famille très normale, de la classe moyenne. C'est un couple d'immigrants vietnamiens qui a un emploi, comme je vous dis, bien rémunéré, mais ils sont loin d'être riches. Donc pourquoi c'était eux la cible de ce vol? On a tout de suite pensé peut-être que l'un des deux parents avait des problèmes de jeu ou de drogue, mais on s'est bien vite rendu compte que pas du tout. En fait, il y en a aucun d'eux qui prenait de la drogue, qui buvait de l'alcool, qui gamble, qui avait des problèmes de jeu.
Donc, on a exclu cette théorie. Comme le disent les policiers, c'est vraiment, vraiment, vraiment rare qu'il y ait des voleurs qui vont entrer dans une maison au hasard pour aller la voler. Ça arrive pratiquement jamais. Puis c'est vrai que nous, on a comme peur de ça, genre qu'il y a des gens qui arrivent chez toi pour te voler, mais ça arrive jamais. Il y a toujours une cause pour un cambriolage. Un système d'alarme qui fonctionne plus, un coffre-fort dans la maison. Mais une maison de classe moyenne, là, pourquoi des voleurs vont risquer à aller voler une petite maison comme celle des Pan? On s'est dit que peut-être que les voleurs ont choisi cette maison à cause qu'il y avait une Lexus et une Mercedes dans l'entrée, mais aucune des deux voitures a été volée. Aussi, quand on parle de vol, les voleurs vont s'assurer qu'il n'y a personne dans la maison, que la maison est vide. Parce que pensez à ça. Si tu te fais arrêter pour cambriolage, tu as 6 mois de prison. Si tu te fais arrêter pour meurtre, là, c'est la prison à vie. Donc, des voleurs qui font ça juste pour l'argent, ils vont pas prendre le risque qu'il y ait des personnes à l'intérieur de la maison. Aussi, d'autres trucs étranges, c'est qu'on a vu tout de suite que la poignée de porte de l'entrée n'a pas été forcée. Donc, la porte était déverrouillée. Aussi, les voleurs ont retrouvé 240 $ dans le sac à main de Bick, 60 $ dans le porte-monnaie de Han et 20 € dans le porte-monnaie de Jennifer. Parce qu'en tout, c'est quand même 320 $ s'ils ont pris le risque de tuer une personne innocente pour de l'argent, ils auraient pris le 320 $ qui est à leur disposition. Donc en gros, l'histoire de Jennifer n'avait pas vraiment de sens et ça, les inspecteurs le savaient. Les détectives ont alors été informés par un témoin anonyme que Jennifer avait un ex-petit ami du nom de Daniel Wong et c'était un trafiquant de drogue. Donc là, ça devient très intéressant. Le jour suivant, Daniel a été amené au poste de police pour interrogation. Daniel Wong, c'est un jeune homme chinois de 25 ans. Mais les policiers sont assez surpris en l'interrogeant. Il est super sympathique, très relax. I don't know whether who was behind it, right? I just know that her parents didn't want us to be, her family didn't want us to be together. And she loved you like you would love anybody. Yeah. Right? She loved you and would do anything for you. Yeah. Ils apprennent aussi que c'est pas le petit ami de Jennifer, mais plutôt son ex-petit ami. Ils ont été 7 ans ensemble et ils sortaient ensemble dans le dos des parents de Jennifer parce qu'elle avait pas le droit d'avoir de petit ami. Ils se sont laissés en avril 2009 parce que Jennifer avait pas vraiment de temps pour Daniel Wong. Elle était super occupée avec l'école, le patinage artistique, le piano. Et lui, il était comme fatigué de toujours se cacher pour voir sa petite amie. Donc ils ont rompu, mais Jennifer était toujours amoureuse de lui. Le 11 novembre, Jennifer est ramenée au poste de police pour un deuxième interrogatoire. Elle avoue au policier qu'elle est très nerveuse. Et là, le policier lui dit « Dire la vérité, c'est le meilleur moyen de calmer l'anxiété. » On lui demande de répéter les faits une troisième fois. Et encore là, il y a plusieurs informations qui changent, il y a des contradictions, il y a des trucs qu'elle oublie de mentionner, des trucs qu'elle ajoute à l'histoire. Donc les trois versions sont différentes. Le détective Slade lui demande « Ouais, mais comment t'as pu appeler le 911 si t'avais les mains liées derrière le dos? » Tu sais, comment t'as pu prendre ton téléphone et composer le 911? C'est là qu'elle fait une démonstration au détective. La voici. And I want you to stick that in your waistband as an example. Okay? So just take your sweater off, because this will be a very smooth, very quick thing. It's a one-time demonstration. I'm not going to ask you to repeat it, but I need to go through it, okay? So just take your sweater off. Stand up and turn around. Put this in the side that you believe it was in. Great. Turn around so that you're looking away from me. You're looking exactly like, now here is where the banister is. Put your hands back behind your back, exactly how you remember they were. Okay? Now, and are you restrained from movement? How far can you move your hands from the banister? They tied my upper arm Yes? around the banister, Yes? but my hands were bound together. So your hands bound together, and this is the arm that's the strings wrapped around against the banister? Mm-hmm. Okay, so now how can you get to the phone? And how do you make the phone call? 911? Mm-hmm. And do you talk down like that? Yes, I'm yelling at the phone like this. And how can you hear? I turned the volume on max. Yes? So that's exactly the way that you're talking to her against the railing.
Okay, that's good enough. Sit down. Put your sweater back on. Just put your sweater. Yeah, yeah. Le détective sait que Jennifer est extrêmement nerveuse s'il connaît ça. Il sait aussi qu'il y a quelque chose qu'elle ne dit pas. Donc, il essaie vraiment de la faire craquer sous pression. Lui pense qu'elle est derrière le meurtre de ses parents. On demande à Jennifer de raconter un peu sa routine et sa vie à la maison. Le détective est très empathique envers Jennifer. Il l'encourage à parler et comme se laisser aller. Là, Jennifer raconte sa vie à la maison qui est vraiment loin d'être la joie. Depuis qu'elle est toute petite, Jennifer ressent de la pression, comme j'ai mentionné plus tôt. Son père l'oblige à étudier en médecine, mais elle rêve seulement d'être professeure de piano et travailler avec les enfants. La routine de Jennifer est super épuisante et surtout ennuyante. Elle se lève, elle va à l'école, elle va à ses pratiques de patinage artistique, elle rentre à la maison, elle pratique son piano, elle fait ses devoirs et elle se couche et elle fait ça à chaque jour de sa vie. Donc elle a fait ça toute sa vie jusqu'à l'école secondaire où là, Jennifer en a franchement marre de sa routine et elle veut juste genre aller à des fêtes, avoir un petit ami, avoir des amis, sortir, magasiner. C'est ça qu'elle veut puis elle est plus capable de sa routine. Et c'est aussi rendu au secondaire que Jennifer s'est rendue compte qu'il y a d'autres choses dans la vie que d'être Miss Parfaite. Donc c'est pas mal au secondaire qu'elle a commencé à se faire des amis, à parler au téléphone, à chatter sur MSN. Comme je vous dis, c'est à l'école secondaire qu'elle a commencé à relaxer et se laisser aller un petit peu plus. Ses parents lui laissent un petit peu plus de lousse aussi parce qu'ils voient que malgré tout, ça reste une bonne fille, elle a des bonnes notes à l'école. Donc, ils sont un petit peu moins stricts à la maison. Mais il est comme trop tard pour Jennifer. Elle s'est tellement épuisée depuis la maternelle à être parfaite que rendue en secondaire 3, 4, elle n'en peut plus. Donc, elle travaille moins dur qu'avant. Ses notes baissent drastiquement. Elle est passée de 100% de moyenne à 75%. Et évidemment, Jennifer ne peut pas se permettre de rentrer à la maison avec un bulletin qui comporte des 75%. On le sait. Donc c'est là pour la première fois qu'elle décide de falsifier son bulletin. Elle le montre à son père qui n'y a vu que du feu. Évidemment, le plan de Jennifer c'était bon, je falsifie mon bulletin une fois, mais genre je vais remonter mes notes, il n'y aura pas de problème. Ce qu'elle ne fait pas. Donc ses notes restent à peu près toujours pareilles. Mais on sait, au final, tes notes au secondaire, ça importe peu. Tant que tu as ton diplôme d'études secondaires, tu peux passer au cégep à l'université. Donc les notes n'importent pas. C'est ce que Jennifer s'est dit un peu pour s'encourager. C'est aussi durant cette période que Jennifer a connu Daniel Wong. Il jouait de la musique dans son band à l'école et elle jouait de la flûte. Donc c'est là qu'ils se sont connus. Daniel, c'est le comique du band. Il est toujours souriant, super sympathique, il est drôle. Et toutes les filles tombent amoureuses de lui. Et il est loin d'être très beau physiquement, mais il a tellement une belle personnalité que ça attire beaucoup les filles. Et Jennifer tombe amoureuse de lui. Il est super gentil avec elle. Il essaie d'inclure tout le monde. C'est vraiment un bon garçon. Par exemple, une fois, Jennifer, elle a eu comme une crise de panique. Elle était plus capable de respirer et elle pensait qu'elle allait mourir. Et c'est Daniel Wong qui l'a comme aidé à se calmer avec des techniques de respiration. Donc ça lui a vraiment montré qu'il tenait à elle. Et pour Jennifer, c'était comme la première fois qu'elle était amie avec un garçon, donc elle est rapidement tombée amoureuse de lui. Et Jennifer et Daniel avaient beaucoup de points en commun. Par exemple, les deux venaient de parents immigrants asiatiques. Donc ils se comprenaient beaucoup à ce niveau-là. Et aussi les deux sont musiciens et ont un frère plus jeune. Évidemment, il était strictement interdit pour Jennifer d'avoir un petit ami, donc le couple gardait leur relation secrète. Bien vite, elle a commencé à sécher des cours pour passer plus de temps avec Daniel. Je pense qu'il était un an plus vieux. Fait que quand lui était à l'université, Jennifer était encore au secondaire. À l'université, bon, les horaires sont beaucoup plus tranquilles. Donc, elle séchait des cours au secondaire pour passer plus de temps avec son petit ami. Jennifer était tellement rendue accro à Daniel, elle pensait juste à lui, toujours. Daniel, il étudiait à la York University et durant son temps libre, il était serveur au Boston Pizza. Ça l'a influencé Jennifer. Elle aussi, elle dit, moi aussi, je veux comme avoir mon argent de poche. Donc, elle a commencé à être serveuse au Eastside Mario's, ces deux restaurants canadiens. Au départ, Han, le père de Jennifer, il était pas d'accord à ce que sa fille soit serveuse, qu'elle ait un emploi étudiant, mais comme sa fille lui amenait toujours des beaux bulletins avec des excellentes notes, mais c'était des bulletins falsifiés, et qu'elle excellait encore toujours au patinage artistique et au piano, il a permis à sa fille d'avoir un emploi étudiant. Il y a une journée même que Jennifer avait dit à sa mère qu'elle allait étudier à la bibliothèque.
Mais en fait, elle sortait avec Daniel. Sa mère a surpris Jennifer avec Daniel au centre d'achat et elle les a vus en train de s'embrasser. Bick est totalement restée sous le choc en voyant sa pauvre petite Jennifer en train d'embrasser un garçon. Elle a confronté Jennifer qui a tout avoué qu'elle avait un petit ami. Mais là, Jennifer a dit maman, j'ai pas le choix de vous mentir, j'ai pas le choix de me cacher de ma relation parce que je connais la réaction que vous auriez si je vous disais que j'étais en couple. Et sa mère, qui elle aussi a grandi dans un foyer très strict, elle comprenait un peu Jennifer. Donc elle a proposé à Jennifer d'amener Daniel à la maison pour un souper pour qu'il puisse connaître sa famille. Jennifer était super nerveuse de cette rencontre. Elle avait dit à ses parents que Daniel étudiait pour être ingénieur, ce qui était faux. Mais elle n'avait pas à être nerveuse parce que Daniel, c'est un garçon super poli, un bon garçon, puis il était chinois comme sa mère, donc elle n'avait pas du tout à être nerveuse. Mais ça s'est pas passé comme prévu. Le père de Jennifer, il a vraiment pas aimé Daniel pour plusieurs raisons. Il aimait pas qu'il soit serveur, donc il gagnait pas assez d'argent. Il aimait pas il était comme moitié chinois, moitié des Philippines, donc il était pas pur si on veut. Et le père de Jennifer détestait les gens des Philippines, je sais pas pourquoi. Donc ça c'était une raison comme des points contre Daniel. Donc au final, peu importe la raison, Han a interdit à Jennifer de continuer à voir ce garçon. Mais Jennifer était tellement amoureuse de lui qu'elle a dit je vais pas arrêter ma relation à cause de mon père, donc ils ont continué à se voir en cachette. Mais là, le plan de Jennifer de remonter ses notes jusqu'à la fin du secondaire n'a pas fonctionné. C'est à la fin de ses études qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait échoué son cours de mathématiques et qu'elle ne pouvait pas se diplômer de l'école secondaire. Et là, Jennifer a dit que ça a été la pire erreur de sa vie. Au lieu d'avouer à ses parents qu'elle avait menti sur ses notes et qu'elle avait échoué le secondaire, en fait, elle avait échoué un cours de mathématiques. Elle aurait pu reprendre son cours et se graduer comme 6 mois plus tard. Non. Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est qu'elle a fait une fausse lettre d'acceptation de bourse de 3000 $ pour entrer à l'université de Ryerson en pharmacologie. Ça a été un petit mensonge qui en a amené un énorme mensonge qu'elle allait à l'université alors qu'elle s'était même pas diplômée de l'école secondaire. Et là, bien vite, vous allez voir à quel point elle s'est enfoncée dans ses mensonges. Avant la rentrée à l'université, ses parents ont acheté un laptop de 3000 $, des nouveaux vêtements, des nouveaux livres pour l'école. Tout ce qu'elle voulait, ses parents lui achetaient. À chaque matin, Jennifer se levait tôt, elle s'habillait pour l'école, elle partait avec son sac à dos rempli de livres. Mais en fait, au lieu d'aller à l'université, elle allait à la bibliothèque toute la journée et elle prenait des notes, là, comme si elle était en cours, mais elle lisait des livres sur la pharmacologie et prenait des notes dans son cahier. Elle regardait ce que ses amis faisaient à l'université et faisait pareil. Elle achetait des manuels scolaires alors qu'elle n'en avait même pas besoin. Et elle préparait comme des petites anecdotes à conter à ses parents. Ah, genre, tu sais, j'ai eu un examen de maths, ça s'est pas tant bien passé, mais tu sais, je pense que je me suis trompée dans telle réponse, mais ça va être correct. Vous voyez le genre. Et même au travail où elle était serveuse, elle racontait à ses collègues à quel point c'était difficile la vie d'étudiante, qu'elle devait maintenir une moyenne assez élevée, que c'était beaucoup de travail, mais tu sais, elle mentait comme à tout le monde, sauf à Daniel. À un moment aussi, elle a dit à ses parents que ça serait plus facile pour elle de rester chez une de ses amies, Topaz, qui habite près de l'université. Donc elle pourrait vivre chez Topaz du lundi au mercredi, parce que c'est à côté de l'université. Donc ses parents ont dit, il n'y a pas de problème, écoute, ils ont donné de l'argent pour payer le loyer. Mais évidemment, elle restait pas chez son amie Topaz, elle restait chez Daniel. Donc c'est assez fou le nombre de mensonges qu'elle racontait. Le père de Jennifer se doutait quand même que quelque chose qui clochait, mais Bick il disait genre, ah, laisse-la faire, c'est une adulte, genre faut arrêter de la surveiller. Après 3 ans d'université, c'était le temps pour Jennifer de se graduer. Évidemment, pour les parents de Jennifer, c'était comme l'accomplissement de leur vie, leur fille tant aimée vient de se graduer de l'université, c'est des milliers de dollars d'investis, évidemment, qui voulaient aller à la cérémonie de la remise du diplôme. Jennifer leur a dit qu'il n'y avait plus de place malheureusement, quand ils ont demandé à avoir des photos, elle n'en avait pas, donc là, tu sais, c'est tellement pas réaliste. Elle s'est même inventé un faux emploi. Elle disait à son père qu'elle travaillait comme volontaire à l'hôpital de Toronto et qu'elle travaillait les vendredis et les fins de semaine. Son père se posait des questions super logiques. Une fois, il est allé la porter à l'hôpital, puis là, il y a voit qu'elle rentre. Là, il se posait la question pourquoi elle n'a pas de carte pour rentrer et pourquoi elle n'a pas d'uniforme de travail, tu sais, un uniforme d'hôpital. Donc, c'est des questions super logiques, mais genre, je pense que Jennifer pensait pas à ces petits détails-là. Les parents de Jennifer commençaient à se douter que leur fille mentait. Une fois, ils ont appelé Topaz pour parler à Jennifer. Topaz s'est comme mélangée dans ses mensonges, puis elle a dit que Jennifer était pas là alors que c'était le week-end qu'elle était censée être chez Topaz.
C'est à l'âge de 22 ans que Jennifer s'est enfin fait confronter par ses parents. Ils lui ont dit qu'ils savaient qu'elle voyait encore Daniel, mais ils savaient aussi qu'elle ne s'était jamais graduée de l'université. Ce qui est vrai. Mais ses parents ne savaient pas qu'elle ne s'était même pas diplômée du secondaire. Là, ça, elle l'a pas dit. Donc, ils ont donné 2 choix à Jennifer. Soit tu laisses Daniel, tu termines avec lui la relation, tu continues à vivre avec nous, ou tu peux continuer à voir Daniel, mais tu ne remets plus jamais les pieds dans cette maison. Pour Jennifer, la famille, c'est le plus important, donc elle a décidé de rompre avec Daniel. Bien vite, Jennifer est devenue prisonnière de sa maison. Elle pouvait juste sortir pour aller à l'école, mais c'est pas vrai, encore là, elle pouvait pas aller à l'école, elle avait pas de diplôme secondaire, mais bon. Et aller à ses cours de piano. Ses parents demandaient à regarder son téléphone cellulaire pour s'assurer qu'elle ne parlait plus à Daniel. Mais ce que ses parents savaient pas encore là, c'est que Jennifer avait un téléphone secret que Daniel lui avait offert, donc elle pouvait parler avec Daniel secrètement là, sans que ses parents sachent. Mais Jennifer était très malheureuse, là. Elle pouvait plus voir qui que ce soit, elle était toujours dans sa maison. Ça allait pas bien. Là, Jennifer vient de tout raconter au détective Slade, qui est complètement choqué qu'une jeune fille de 24 ans soit autant plongée dans des mensonges. C'est assez incroyable, toute la vie qu'elle s'est inventée. Il lui dit enfin, admets-le, c'est toi qui as tué tes parents. Admets le meurtre. Ce que Jennifer nie à 100%, elle dit que non, elle n'est pas impliquée dans le meurtre de ses parents. Mais à ce moment-là, les policiers avaient déjà découvert que les cordes dont s'étaient servis pour attacher les poignets de Jennifer la soirée du cambriolage provenait du kit de couture de la mère de Jennifer. Donc il savait ça, mais il voulait quand même une confession. Après l'interrogatoire, Jennifer a été libérée pour la soirée. Le 12 novembre, Han est enfin sorti de son coma. Il allait beaucoup mieux. Les policiers en ont profité pour l'interroger. C'est quand même difficile, il sort d'un coma, il a vécu la pire nuit de sa vie. Mais il accepte de parler. Il dit qu'il se rappelle que 2 hommes noirs et un blanc qui sont entrés dans sa maison. Les 3 portaient des cols roulés noirs, ils étaient très grands. Et là, il dit quelque chose qui a vraiment choqué les policiers. Soit que pendant que sa femme et lui étaient en détresse, que sa femme avait genre un fusil pointé sur la tempe, Jennifer n'était pas du tout attachée en haut comme elle l'avait dit. En fait, elle se promenait dans la maison librement, elle était très calme. C'est comme si elle connaissait les cambrioleurs. Et à ce moment-là, le père de Jennifer et tous les membres de la famille de Jennifer étaient persuadés que Jennifer était coupable du meurtre de Bick. Quelques jours après les funérailles de Bick, soit le 22 novembre, Jennifer est ramenée au poste de police pour un autre interrogatoire. Mais là, Jennifer va vraiment plus bien, elle est en position fétale, elle a la difficulté à parler et elle sent qu'elle n'est plus un simple témoin mais bien le suspect numéro 1 dans le meurtre de sa mère. C'est maintenant le détective Guts qui l'interroge. C'est un expert pour vérifier la vérité là, si on veut. Sa technique, c'est que pendant 2 heures, il gagne la confiance de l'interviewé. Il se met de son côté, il est super empathique. Là, encore une fois, Jennifer raconte toute sa vie, l'enfer qu'elle a vécu, être prisonnière dans sa maison, les mensonges. Elle raconte la pression qu'elle ressentait de la part de son père. Elle admet aussi s'être automutilée à plusieurs reprises, même qu'elle aurait fait une tentative de suicide. Guts lui demande ensuite « Et pourquoi Jennifer t'a dit à l'un de tes membres de ta famille que les cambrioleurs t'aimaient bien? » Elle dit non, j'ai jamais dit ça, j'ai juste dit que d'après moi j'ai été épargnée parce que j'avais coopéré. Guts commence à être plus sec dans ses questions, il est plus agressif. Il demande à Jennifer de raconter sa version des faits une 4e fois. Jennifer se met à pleurer en disant qu'elle ne veut pas revivre tout ça une autre fois, mais là il lui pose des questions. Combien d'argent elle a donné à Number One? C'était quoi la grosseur de la pile de billets? Combien de billets il y avait? C'est quand même logique, tu sais, je veux dire, quand tu remets une pile de billets à quelqu'un, tu te rappelles un peu de la grosseur, même si j'ai donné 2000 $, mais tu sais, tu te rappelles un peu c'était comment entre tes doigts. C'est une question super intelligente, en tout cas j'ai trouvé. Ensuite, il dit à Jennifer, c'est bizarre que tu dises ça parce que la version des faits de ton père ne correspond pas du tout avec la tienne. Okay, and you're involved in this. I know that. Okay, there's no question about it. Okay, the only question right now is, are you going to keep making mistakes? Are you going to go on the route that you've gone on over the years and try to pretend that things happen that never happened? Okay, are you going to not face reality here? Le détective se rapproche de Jennifer. Il continue à dire qu'il comprend ce qu'elle vivait, qu'il
continue à essayer de la faire craquer. Et c'est là qu'après 45 minutes d'interrogatoire, en pleurant, Jennifer demande « Qu'est-ce qui va se passer avec moi? » Jennifer se met à pleurer de plus belle en disant que c'est elle qui a payé les hommes 10 000 $ pour qu'ils la kidnappent elle, mais son but n'a jamais été de tuer ses propres parents. Le détective sort de la pièce pour demander conseil à ses collègues. Il revient et arrête Jennifer Pan pour meurtre. Jennifer se met à pleurer et à se couvrir les oreilles comme ça. Puis il dit genre arrête, genre enlève tes mains, il faut que je te lise tes droits. Et là elle le regarde et elle dit je croyais que t'étais de mon bord. So do you have a lawyer? You said that you were on my side. Okay, I am on your side, Jen. Okay? I know what happened here. Okay? Là, on revient dans le temps un petit peu. Je vous rappelle, Jennifer est prisonnière de sa maison et en plus de ça, Daniel Wong vient de rompre avec elle. C'est rendu trop compliqué. À plusieurs reprises, il lui a dit « Déménage chez moi, on va être un couple officiel, je vais prendre soin de toi. » Mais Jennifer, elle veut pas abandonner ses parents, elle veut pas quitter son foyer. Elle savait qu'en habitant avec Daniel, ça serait fini, elle aurait plus de relation avec ses parents, qu'elle trouve aussi importante. Donc, Daniel, il dit « Ben moi, j'en peux plus, c'est fini. » Et c'est là que Jennifer tombe dans une dépression profonde. Pour Daniel, c'était pas la joie non plus. Il commence à se tenir avec un jeune homme du nom de Lenford Crawford, qui est un trafiquant de drogue. Mais c'est là qu'il commence à recevoir des appels menaçants. C'est des appels anonymes à chaque fois. Parfois, il en reçoit 10 dans une journée, parfois 30. Il y a même une fois qu'il a reçu genre 102 appels de suite, là, comme ça, sans arrêt. Sans arrêt. C'est écrit privé sur l'afficheur. Quand il répond, la personne raccroche. Continue à rappeler, c'est du harcèlement. Au départ, il était là, ok, c'est sûr que c'est Jennifer, là, elle va pas bien. Mais Jennifer lui assure que non, c'est pas elle. Ensuite, il a commencé à recevoir des messages textes, aussi anonymes, qui disaient à Daniel d'arrêter de parler à Jennifer, qui était beaucoup mieux avec Katrina. Ou d'autres messages qui rappelaient à Daniel de faire attention à lui parce qu'il se faisait espionner. Même Katrina recevait des messages qui lui disaient qu'elle était laide et qu'elle ressemblait à un homme. Daniel continuait quand même de voir Jennifer. Il se sextait, s'envoyait des nudes, même s'il était en couple avec Katrina. Par exemple, Jennifer et Daniel allaient au cinéma ensemble et en sortant du cinéma, Daniel recevait un message texte genre « Tu vois encore Jennifer, tu devrais pas faire ça à Katrina. Jennifer va payer pour ce qu'elle fait. » Étrangement, les messages et les appels cessaient à chaque fois que Daniel était avec Jennifer. Il l'a confrontée à plusieurs reprises, lui demandait de voir son téléphone. Elle lui montrait son téléphone et il n'y avait rien. Et elle disait « Non, non, je te jure, Daniel, c'est pas moi. » Mais là, Jennifer, en plus de mentir à sa famille, elle commençait à mentir à Daniel. Une fois, elle a raconté qu'elle était dans son lit et que 5 hommes chinois qui étaient entrés chez elle et qui l'avaient violée. Et qu'elle avait même dû être amenée à l'hôpital d'urgence par sa mère. C'est un énorme mensonge, là. On s'entend que personne, ça arrive pas dans la vie, là, que t'es chez toi tranquille puis il y a 5 hommes qui arrivent pour te violer, là. Donc elle racontait des affaires comme ça. Et d'ailleurs, il n'y a aucun registre comme de quoi que Jennifer s'est fait interner à l'hôpital. Donc on sait clairement que c'est un mensonge. Une autre fois, Jennifer a dit à Daniel qu'elle avait reçu un paquet par la poste et qu'il y avait comme de la poudre blanche étrange. Elle a remis le paquet à la police et la police a dit qu'en effet c'était de la poudre de bombe, là. Je sais pas comment ça fonctionne. Encore aujourd'hui, après tous ces événements, on sait pas d'où venaient ces messages, mais on est pas mal sûr que c'est Jennifer qui les envoyait. Malgré qu'elle le nie encore, on pense que oui, c'était Jennifer qui envoyait ces messages textes et qui harcelait Daniel. C'est à peu près durant la même période que Jennifer a élaboré un plan pour enfin être avec Daniel à tout jamais. Et la seule solution qu'elle voyait, c'était d'éliminer ses parents, de les tuer. Elle a parlé de son plan à Daniel qui lui a donné un numéro de téléphone, celui de Lenford Crawford qu'on surnommait Homeboy. Elle a demandé à Homeboy de tuer ses parents en échange d'argent. Homeboy a demandé 20 000 $ par personne, elle a accepté et ils ont établi le plan pour le 8 novembre 2010. Grâce au relevé téléphonique, on a pu retrouver les responsables dans l'affaire. Ça fut vraiment une longue enquête et dans le livre justement on explique toute l'enquête, c'est super intéressant. On a finalement arrêté un David Milvaganam, un gars de 22 ans de Montréal. Ainsi que Eric Carty qui venait récemment d'être envoyé en prison pour un autre meurtre, donc il était déjà en prison comme quand on l'a arrêté. Finalement on a arrêté Lenford Crawford comme dernier suspect et Daniel Wong parce qu'il a aidé là, à l'élaboration du plan. Le procès a commencé le 19 mars 2014, donc tous les accusés Jennifer, Daniel, Lenford, David et Eric ont plaidé non coupables pour meurtre au premier degré. Tous les accusés ont été reconnus coupables et ont été
envoyée en prison à vie sans possibilité de libération avant 25 ans. Han et Felix, donc le père de Jennifer et son frère, ont porté plainte pour pas que Jennifer puisse leur parler. Donc elle n'a plus le droit d'approcher sa famille ni Daniel Wong. Donc c'est un cas super intéressant. Ça me fait vraiment penser à l'histoire de Jean-Claude Roman. Deux personnes d'âges différents, de sexes différents, de cultures différentes, mais qui se sont tellement embarqués dans leurs mensonges qu'ils ne voyaient plus d'issue à leurs problèmes. Bon, Jennifer, c'était différent. C'était surtout pour être avec Daniel. Mais c'est quand même deux histoires qui ont terminé en drame familial. C'est un cas super intéressant, puis Jennifer a été étudiée longuement par des psychiatres et on a déterminé que Jennifer a des tendances sociopathes. Sa personnalité colle mieux avec celle d'une sociopathe plutôt que personne à tendance dépressive, suicidaire. Jennifer Pan, c'est une personne extrêmement narcissique. Jennifer a commencé à mentir à l'âge de 14 ans et les mensonges n'ont jamais arrêté, en fait, se sont aggravés. En fait, Jennifer, tout le long, elle n'a jamais démontré de remords d'avoir enlevé la vie de sa mère, d'avoir gâché la vie de son père et de son frère et de les avoir déçus, même pas déçus, là, c'est même pas de la déception, de les avoir traumatisés à ce point. En fait, la seule peur qu'elle avait, c'était de se faire attraper. Mais après ça, elle n'a pas vraiment montré de regret. D'ailleurs, la psychologue, là, je reprends les dires de la psychologue, ne m'en voulez pas, mais je sais pas, moi, je pourrais pas dire, mais elle dit que elle pense que, en fait, l'automutilation de Jennifer et sa tentative de suicide n'étant fait que des gestes calculés pour avoir l'air d'une fille dépressive, pour attirer l'attention, mais que selon ses traits de personnalité, c'est pas une personne suicidaire, c'est pas une personne dépressive, donc elle n'a pas le caractère de quelqu'un qui s'automutilerait. Donc Jennifer Pan, c'est une fille extrêmement dérangée et très manipulatrice. On voit presque tous les messages textes qu'elle a envoyés à Daniel Wong là, dans le livre. Et wow, c'est incroyable, c'est pas une bonne personne. Et donc voilà, je vais mettre le livre dans la... Normalement, je vous montre toujours les livres que j'ai lus, mais je les ai pas avec moi parce que je suis encore au Québec. Mais je vais mettre le lien Amazon dans la barre d'infos. Encore là, des livres de true crime, comment dire, c'est souvent des auteurs indépendants qui écrivent ça. C'est pas des grosses maisons d'édition, donc je pense pas qu'il soit traduit en français. Mais en tout cas, vous allez voir là, le lien Amazon, d'après moi, il est juste en anglais, malheureusement. Donc si vous avez aimé cette vidéo très longue, laissez-moi un thumbs up. Encore une fois, je remercie Planet Hoster d'avoir sponsorisé cette vidéo qui est très probablement démonétisée. Et sinon, on se voit dimanche prochain pour une autre vidéo assez intense et quand même longue. Donc d'ici là, n'oubliez pas de barrer vos portes. Cette fois-ci, faites-le pour de vrai. Over and out.